Yo, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais cette vidéo va être exceptionnelle aujourd'hui. Nous sommes avec un coach sur Rocket League, donc enchanté, bienvenue à toi. Bonjour. Pourquoi on se retrouve avec un coach? Bah écoutez, on va faire une petite vidéo en mode coaching interactif. Donc, c'est un concept que je voulais faire qui n'a pas été énormément fait je pense sur la scène Rocket League, et du coup en gros le coaching interactif se base sur vous avez vos élos à vous, nous avons nos élos à nous, et il y a des gens qui sont un peu plus hauts, des gens qui sont un peu plus bas, des gens qui sont intermédiaires. On va essayer de trouver justement le juste milieu pour vous aider justement à progresser sur Rocket League, parce que sachant qu'à notre niveau, Infornia le sait très bien, le coach qui est avec moi, il y a énormément de boostés sur les games, donc des GC, des SSL qui ne touchent pas une balle, mais qui sont présents. Du coup, nous sommes là pour justement vous aider à vous améliorer sur Rocket League. Donc, de mon côté, je vais vous mettre 2-3 petits packs d'entraînement dans la description. Et du côté d'Infornia, on va voir ce que ça donne. Terran, qu'est-ce qui est le mieux à faire, par exemple? On va partir de bronze jusqu'à grand champion, je pense. Donc en bronze, Bronze à pour toi, ouais, pour toi, qu'est-ce qui est le mieux à faire? Tu le fais comme tu le sens. Si tu veux lister les trucs, genre dire bronze, ouais, il faut faire ça. Je vais faire de tête, de toute façon. Globalement, bronze, normalement, c'est un niveau auquel tu stagnes si t'arrives pas du tout à évoluer dans le jeu. Genre, vraiment, si t'es pas fait du tout pour Rocket League, t'es bronze. Mais basiquement, quand tu fais un peu de jeu libre, tu tapes un peu la balle et normalement, le bronze, ça se passe facilement. Après, t'as argent où là, l'objectif, c'est quand même d'arriver au moins de lire une trajectoire et de taper la balle correctement, genre avec le nez de la voiture et de préférence fort, quoi. C'est-à-dire que au bon timing, vous êtes obligé d'apprendre à faire un petit peu des power shots et à vous perfectionner dessus. Les power shots, c'est quand vous frappez la balle avec une certaine vitesse et que vous le frappez avec le nez de la voiture, de manière à ce que la balle parte loin, fort, haute. Et je recommanderais vraiment à des gens qui commencent le jeu à s'entraîner à ne serait-ce que faire ça, juste taper la balle fort, parce que c'est ce qui va permettre de passer la majorité des joueurs et de permettre de passer hors. Quand on passe hors, globalement, là, ce qui va être relativement fort, c'est de faire des dégagements puissants vers les buts adverses, donc d'essayer de viser un petit peu ces ballons, de s'entraîner à tapoter un peu la balle contre les murs sans sauter, de manière à se familiariser avec les murs. Donc ça, c'est pendant tout le niveau hors, globalement, juste essayer d'être plus précis sur ses touches de balle au sol et de perfectionner son power shot. Déjà, c'est une bonne chose. Et ensuite, d'éviter de commencer à trop se jeter. Généralement, en or, on est encore un peu timide, on reste pas mal en défense, donc c'est intéressant de rester plutôt safe encore. Chose à entraîner qui peut être intéressante, c'est de commencer à savoir piloter sa voiture quand la balle est derrière notre dos et qu'on a la caméra qui est vers la balle. Donc c'est apprendre à piloter à l'envers, quoi. C'est-à-dire que quand la droite devient gauche, la gauche devient droite. Donc là, c'est intéressant de commencer à s'entraîner là-dessus, même avec juste des balles au sol, parce que souvent, en hors, je vois encore des gens qui font des backflips à gauche quand ils veulent faire à droite pour essayer de bloquer une balle pour empêcher de rentrer. Voilà. Ensuite, en platine, ce qui commence à se populariser, c'est de commencer les aériennes. Donc là, quand les gens veulent commencer les aériennes, c'est là où ça devient n'importe quoi. Parce que dès qu'une balle est en l'air, comme la personne sait comment décoller sa voiture, va tendance à vouloir essayer de taper n'importe quoi, n'importe où en l'air. Donc il faut comprendre ce qu'on fait et il faut essayer de se limiter lorsqu'on joue en partie en ligne, de faire
certaines trajectoires vers le but adverse et d'éviter de faire des trajectoires inutiles contre les murs. D'essayer d'être vraiment le plus efficace possible et que si d'autres joueurs utilisent tel ou tel rebond pour se mettre dans une position favorable, d'apprendre à partir de ces joueurs-là plutôt que d'essayer soi-même de faire des recherches qui ont déjà été faites par des milliers de joueurs. Et voilà, les joueurs qui sont plus forts que vous vont vous apprendre les bons patterns. Les patterns, c'est vraiment les schémas classiques d'attaque dans le jeu. Quand vous avez quelque chose qui marche, que vous voyez qui marche, bah vous essayez de le reproduire et c'est comme ça que vous apprenez Rocket League. Donc c'est important quand on rentre en platine de procéder de cette manière. C'est-à-dire d'aller vers le moins pour aller vers le plus plutôt que d'essayer d'aller dans le trop et de jamais arriver à step up. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent bloqués platine et aussi diamant. Deuxième chose importante en platine, c'est d'apprendre à faire des demi-volées propres. C'est-à-dire que maintenant que vous commencez à faire un peu les aériennes, d'essayer au moins de frapper correctement une balle lorsque vous avez besoin de décoller et de flip dans la balle. C'est ça une demi-volée. Donc c'est un peu la même chose que les power shots au sol pour les gens qui sont hors, mais en platine, il faut commencer à savoir les taper un petit peu plus en hauteur et de manière à ce que ça parte encore une fois vers les buts adverses. Il faut toujours garder ça à l'esprit, attaquer le but adverse et arrêter de jouer avec les corners. Parce que souvent les gens jouent trop avec les corners, prennent cette habitude et restent obnubilés par les corners. En diamant, ce qui commence généralement, c'est le niveau où les gens veulent accélérer le jeu pour monter en rang. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. Quand on passe de platine à diamant, on a tendance à se dire « faut que je joue plus vite ». Et du coup, les gens veulent jouer plus vite, mais sans prendre en considération que ce qui leur permet d'être rapide, c'est le positionnement, c'est la gestion de leur boost, c'est la logique de jeu. C'est de savoir quand est-ce que sauter sur un ballon c'est utile ou pas. Et du coup, il y a toujours un moment donné où c'est compliqué et que la personne fait des erreurs de prise de décision et va se jeter un peu sur tous les ballons. Il y a un autre défaut aussi qui commence à vraiment à être bien ancré dans le gameplay d'un diamant, c'est le fait de toujours se mettre au milieu du terrain et de jamais aller des murs latéraux pour aller vers le centre du terrain quand il s'agit d'une attaque ou quand il s'agit d'une défense. Souvent, la personne se retrouve dans une position difficile parce qu'elle se met déjà dans l'axe du terrain et du coup, c'est compliqué de défendre ou d'attaquer dans cette position. Donc, il faut apprendre à bien se positionner. En champion, ça commence à être intéressant de non plus faire une demi-volée, mais de savoir décoller sur certaines balles qui vont à la hauteur d'une barre transversale, parce que voilà, il y a certaines aériennes qui va commencer à être utile de faire, mais ça commence à peine vraiment à être utile. Donc s'entraîner quand on commence à passer champion, à faire des aériennes cadrées simples, ça commence à être utile. On parle même pas encore de selling shot, de quoi que ce soit, de mécanique avancée. Là, c'est vraiment savoir la base, contrôler correctement. Il peut être intéressant aussi de commencer à bien maîtriser le sol, même si c'est plus vers Diamant 3 qu'il faudrait commencer. En champion, ça commence à être intéressant de bien maîtriser le sol, de savoir porter son ballon, d'avoir une bonne conduite de balle au sol et de savoir commencer à flic la balle, ne serait-ce que pour lober les adversaires, pas forcément pour cadrer des frappes dans les buts, mais aussi pour créer des situations positives pour son équipe. Et pourquoi pas commencer à avoir une petite notion de démolition utile, je parle, pas les démolitions excessives comme certains font. Genre vraiment, on est en situation de supériorité numérique, je flique la balle, je vais démo, j'essaye de prendre un peu de boost. Voilà, ça c'est le niveau champion. Et jusqu'en champion 3, en fait, il s'agit de savoir faire ces choses-là de la manière la plus efficace, la plus rapide. Et qui dit plus rapide dit, encore une fois, un bon positionnement, une bonne prise de décision, une bonne gestion de boost. Et voilà, vers la fin du champion, ce qui peut être vraiment cool d'avoir appris, c'est aussi de gérer ces petites pastilles. Normalement, on est censé apprendre à gérer les petites pastilles un petit peu tout le temps dans notre progression sur le jeu, mais là où ça devient vraiment intéressant, les petites pastilles, c'est niveau champion 2, champion 3. Ensuite,
grand champion, ce qui est important pour passer grand champion et pour monter le grand champion, c'est d'avoir vraiment une prise de décision quasi parfaite. C'est-à-dire que faut éviter de se sauter sur des balles qui sont inutiles, éviter de vraiment utiliser des mécaniques encore trop avancées pour rien produire comme jeu intéressant. Donc là, les grands champions généralement veulent faire beaucoup de reset flip, même si je sais très bien qu'en platine, diamant champion, certains veulent faire des reset flip. C'est surtout en grand champion que ça peut commencer à être intéressant de faire des reset flip, mais les gens les utilisent mal. Ou même les air drag, là ça devient intéressant de savoir faire des air drag propres en partant du fond du terrain et de porter la balle jusque dans le but. Mais encore une fois, les air drag, certains vont essayer de faire des air drag, mais très imprécis, sans savoir porter la balle correctement. Donc ça peut être intéressant de vraiment bosser les air drag correctement. Ce que j'ai oublié, c'est de mentionner en diamant champion, c'était de savoir bien gérer les murs. En grand champion, ce qui peut être utile, c'est de savoir cadrer parfaitement des frappes lorsque le ballon rebondit sur les murs. Donc de savoir monter sur le mur, de clear la balle à partir des murs vers les buts, et aussi de savoir perfectionner parfaitement les monster clear. C'est-à-dire quand la balle rebondit sur notre mur côté du but, de savoir faire une balle qui part vraiment de manière puissante et de manière vraiment inattrapable pour l'adversaire vers les buts, vers son camp. De manière à créer des déséquilibres, de créer des contre-attaques rapides et de, pourquoi pas, servir un ballon à son coéquipier ou de marquer un but. C'est déjà arrivé, même au RLCS, que des joueurs font des monster clear dans des corners et marquent des buts instantanément. Donc ça, c'est pour le grand champion 1, le grand champion 2. Ce qui peut être vraiment intéressant après, à partir de ce niveau-là, du grand champion 2, c'est de vraiment maîtriser parfaitement les flicks, maîtriser parfaitement les air drag, de manière à faire des air dribble bump ou quoi, maîtriser parfaitement la prise de décision, de savoir comment rota correctement dans telle ou telle situation, de savoir prendre le boost au bon moment, aller démo au bon moment, faire des bumps stratégiques utiles. Il y a beaucoup de choses à apprendre en grand champion, on va pas se mentir. Mais voilà, globalement, d'être beaucoup plus clean sur son jeu total, sur sa base, et ensuite commencer à progresser vers les mécaniques avancées. Et là, grand champion 3, c'est vraiment la perfection des mécaniques avancées, donc savoir faire des selling shots, savoir faire des reset flips, savoir faire des 50-50 parfaitement dans toutes les situations, c'est-à-dire de manière à ce qu'on puisse les diriger, savoir pinch sur l'adversaire de manière à ce qu'on puisse cadrer des frappes. Voilà, il y a plein de choses comme ça en grand champ 3 à maîtriser. Les cuck pinch aussi, très intéressant de les maîtriser en grand champ 3. Et après en SSL, ça va beaucoup se jouer sur du fake, beaucoup se jouer sur du brain. Ce qu'on appelle le brain, c'est faire des feintes, faire genre on va faire tel plays, donc telle technique, mais qu'en fait on fait pas cette technique. Donc là on joue beaucoup sur notre maîtrise parfaite du jeu pour essayer de créer une situation double où on peut faire telle action ou telle action et ensuite choisir laquelle des deux est la plus favorable pour marquer un but. Parce que souvent quand on fait un air dribble, on se dit, vas-y, le gars, il va sauter. Et si le mec, il saute, on arrête de faire son air dribble, on essaye de faire une feinte au sol, de prendre un low challenge. Voilà, il arrive plein de situations comme ça, où vraiment le SSL, ça va se jouer sur l'intelligence de jeu et utiliser la bonne technique au bon moment. Voilà. Ok. J'ai un petit peu beaucoup. Ouais, il n'y a pas de souci, vraiment, c'est ce qu'il faut entendre et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre, justement. Petite question que je me suis toujours posée. Alors, pourquoi il y a autant un fossé entre les joueurs dans le top 100 mondial et les pros et les SSL qui viennent d'arriver dans ce milieu-là, justement? C'est-à-dire un écart de niveau entre SSL, top 100 et RLCS? Ouais. Parce qu'il y a même un écart de niveau entre ceux qui sont tout juste top 100 et les joueurs pros. Et il faut savoir que déjà il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a un fossé entre
les joueurs pros et top 100 et les autres, parce que quand on joue en ladder, on joue pas en équipe. Donc on n'a pas de discussion avec d'autres joueurs, et ce qui est important en fait, c'est d'avoir une confrontation des opinions, d'avoir un retour sur ce qu'on fait pour s'améliorer, et il y a aussi la motivation lorsqu'on est en équipe de vouloir progresser. Donc ça peut être intéressant de quand même avoir une équipe régulière à partir d'un certain niveau. À partir du grand champion, je recommande, parce que avant ça ne sert pas à grand chose, c'est plus une perte de temps parce qu'on a autre chose à faire, on a beaucoup de choses à améliorer sur soi. Mais vraiment, à partir du grand champion, ça peut être utile d'avoir une équipe pour avoir un retour sur ce qu'on fait, savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et même nous-mêmes, quand on joue avec une équipe, on ressent la difficulté, nos lacunes, quoi. Le truc, c'est que les joueurs SSL, souvent, sont des joueurs bruts, sont des espèces de diamants qui sont pas encore taillés, parce que ils ont beaucoup de mécanique, beaucoup d'intelligence personnelle sur comment battre un joueur, mais pas une intelligence globale collective. C'est très rare d'avoir un joueur qui soit déjà avec une grosse intelligence collective, style Kedop, style Turbo Polsa, style voilà, genre c'est ce genre de joueur qui arrive à être un bon ciment pour leur équipe sans avoir beaucoup de mécanique. Et c'est des joueurs qui sont vraiment primordiaux, qui sont très importants. Et du coup, les joueurs mécaniques, ils ont besoin de ces joueurs-là. Ils ont besoin qu'on leur insuffle aussi un peu cette notion collective. Ça a été le cas notamment de Scrubkilla, qui était très jeune à l'époque où il a rejoint l'équipe de Kedop et Ferrypeak, et qui avait vraiment un grand talent de 1v1, mais qui manquait énormément de collectif, de quand est-ce qu'il doit faire des passes, etc. Genre, c'était vraiment quelque chose qui lui manquait beaucoup. Et le truc, c'est que c'est primordial dans ce jeu de savoir faire des passes au bon moment, de servir son mate et de jouer plus collectivement que de jouer des solo plays. Et c'est ça qui fait vraiment la grosse différence entre le bas SSL, le haut Elo. Le haut Elo qui est beaucoup plus collectif, intelligent et régulier sur ses mécaniques, et les joueurs pros qui, eux, généralement, avec les structures, ont non seulement du coup ce background de jeu collectif, mais en plus, ils ont le côté pro, le côté e-sport, qui fait que ils sont obligés non seulement d'être régus sur Rocket League, d'être parfaits sur Rocket League, parce qu'ils ont la pression d'être dans une équipe pro, mais en plus, derrière, ils ont besoin d'être régus sur leur vie en général, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils font, est-ce qu'ils font une soirée ou pas, etc. Genre, on n'en parle jamais assez, mais l'environnement dans lequel on évolue est très important pour être un joueur pro, parce que ça permet d'avoir un niveau beaucoup plus régulier et de pas avoir genre à un moment donné où paf, on n'est plus rien, quoi. Ok. Bah écoute, un petit coucou à Seiko, Cassio et tous les joueurs pros que j'ai pu évidemment rencontrer sur Rocket League. Sans eux, certaines équipes ne sont rien, donc ils font quand même un taf extraordinaire au jour d'aujourd'hui sur Rocket League. Et je les remercie évidemment pour ça, pour poser du level excellemment bon et plutôt intéressant à regarder en compétition. Et puis voilà. Enfin bref, du coup, là, je pense que on a fait globalement le tour au niveau des rangs, des 2-3 petites questions de mon côté. Est-ce que on peut partir sur une espèce de petite game, enfin 2-3 petites games, si ça te dérange pas, coacher, je veux dire, sur l'instant T. Parce que il y a plein de gens qui se font coach, mais sur des replays, en fait, tu peux pas corriger tes erreurs. Donc du coup, moi, ce que je préfère personnellement, c'est me faire coacher, et dès que je fais une erreur, essayer de comprendre pourquoi je l'ai fait et qu'est-ce qui peut m'aider à corriger cette erreur. Tu vois? Parce que sur la game, il y a plein de potes à moi qui me connaissent, avec qui j'ai pu jouer, qui savent qu'on a réussi à remonter une game. Enfin, genre, je veux dire, on se faisait 4-3 par une équipe en 2v2, et puis on a réussi à remonter 4-4 et gagner la game 5-4 sur un overtime, quoi.
Du coup, Oui, bah, exactement. Genre, c'est pour ça que tu as fait appel à moi, je suppose, parce que tu sais très bien que pendant mes lives, je fais aussi des games commentés, quoi. ouais, c'est Que ça. ça fait partie des choses que j'ai l'habitude de faire, de commenter le gameplay des gens. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais voilà. J'ai tendance à le faire assez souvent. Et du coup, pendant les coachings, bah, c'est un peu aussi ce que je fais. Alors souvent, je laisse la personne se concentrer sur sa game. Bon, toi, tu veux être coaché en direct, donc il n'y a pas de problème. Mais souvent, en fait, les gens qui viennent en coaching, ce que j'ai envie, c'est qu'ils se concentrent sur leur jeu dans un premier temps, pour qu'ils fassent le truc le plus propre possible. Et normalement, après, je fais un replay où je regarde les axes de progression. Et là, ensuite, une fois qu'on a déterminé sur quoi on travaille, c'est là où je fais des games plutôt commentés, où là, je dis, bah, t'as vu ça, on l'a vu pendant le replay, et tu vois, cette erreur-là, faut plus que tu la fasses. Tu vois. Enfin, il sait que cette erreur-là, on vient de la voir, donc il arrive à avoir une image, et là, à ce moment-là, on peut travailler, quoi. Voilà. J'ai un petit peu warm-up juste avant de me faire coach, du coup. Donc, les tirs 10 sur 10, 30 sur 30. Bon, j'aurais pu faire les tirs conseillés où il y a Enfin, je veux dire, si vous voulez vous améliorer sur Rocket League, le meilleur conseil que je peux vous donner, vraiment, c'est de faire les entraînements personnalisés. Et il y en a une flopée, vraiment, comme vous pouvez le voir. À juste mettre des tirs dans les buts, en fait, tout simplement. Il y a pas de, enfin, vous n'avez pas d'adversaire, etc. C'est juste vous qui devez tout simplement mettre vos tirs dans les buts, enfin des balles qui arrivent sur vous dans les buts. Et ça peut vachement vous aider. Et le meilleur conseil, vraiment, outre les training packs, enfin je veux dire les packs d'entraînement, c'est vraiment de faire énormément d'1v1. Et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus parce que tu en fais énormément aussi. Enfin, tu t'en fais pas énormément, mais on va dire que je t'ai vu un petit peu en faire de ton côté. Ces derniers temps, j'en fais beaucoup parce que c'est la meilleure école, hein, de toute manière, pour progresser. Tout le monde le dit et tous les gens qui sont montés au top niveau le diront. Ça permet vraiment d'améliorer ces mécaniques les plus petites, en fait. Genre, il y a plein de micro-gestes qu'on fait mal et dont on s'aperçoit pas parce que on a un coéquipier pour nous rattraper notre erreur. Du coup, on se remet pas en question par rapport à cette erreur-là. Par contre, dès qu'on est en 1v1 et qu'on se prend un but à cause de cette petite erreur, là, on commence à soit être frustré et à rager sur sur le mode. J'en étais sûr. Mais en réalité, il faut comprendre juste que le mode est là pour pointer du doigt des erreurs qui nous permettront, si on les corrige, de progresser en tant que joueur personnel sur la totalité. Parce que il faut se dire que lorsqu'on fait une erreur et que on repart en 2v2, 3v3, bah cette erreur nous accompagne avec nous. Genre, c'est pas genre on l'a faite en 1v1, on la fera plus en 2v2, 3v3. Si, on la fera toujours, mais on aura moins l'impact négatif de cette erreur parce qu'il y a des coéquipiers. Et s'ils n'arrivent pas à défendre, s'ils n'arrivent pas à faire un truc, c'est là qu'on se dit ah, il est pas bon, là il n'arrive pas à défendre. Mais voilà, en soi, le mieux c'est d'être parfait le plus possible, et le 1v1 c'est la meilleure école pour ça, et surtout ne pas tomber dans l'erreur de vouloir monter son rang à tout prix, juste utiliser le 1v1 comme une progression, comme la possibilité d'avoir juste un rival sur lequel on peut travailler des choses, et comme si vous aviez un pote que vous ajoutiez en partie privée et que vous faisiez des games ensemble, quoi. Faut vraiment avoir cet aspect-là de voir ça comme un entraînement libre, mais avec quelqu'un. Du coup, je pense qu'on est bon. Est-ce que je peux lancer une petite game une petite game très compétitive du coup. Vas-y. Alors, je te préviens, je suis redescendu champion 2 division 3. J'étais champion 3 division 2 avant avoir fait de la solo queue. Donc c'est un petit peu normal si jamais tu te poses des questions. Eh bien, tu vas jouer en grand champion alors. Ok, bon bah on va dire que j'ai l'habitude. J'ai déjà gagné contre DGC2. Hein. Antkimo, si tu passes par là, salut. C'est bon. Mais voilà. Ok, bon, le bifou le titre quoi. C'est let's go. Vraiment c'est ok. Vas-y. Alors, je me suis pas appelé Infernia Coaching du coup, mais d'habitude j'ai le nom. Bon, lui déjà il est perdu.
Lui aussi, moi aussi, je suis dans les buts. Vraiment, c'est un plaisir. Bon, je vais prendre des pastilles parce que c'est la meilleure solution pour moi. Il va me démo. Je vais essayer de squisher. Ok, bien vu. Alors sache que je colle énormément sur les games. Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais... Ok, j'ai l'outspeed. Tu peux call. Alors personnellement, je vais me concentrer sur ton gameplay et puis je te dirai surtout les choses que je vois. Ouf, ok, c'est pas mal. Alors sache que je suis un joueur qui joue énormément tard le soir, donc genre vers 4h du matin, je suis là à mettre des resets pour flex en fait tout simplement. Mais je joue globalement aussi. Bon là je t'ai pris un peu le boost du coup. Ouais, bien vu ça. Ça c'est un aspect aussi du SSL qui est important, c'est que j'ai oublié, c'est la conservation de balles. C'est vraiment là où on s'aperçoit que c'est hyper important. À tout niveau, la conservation de balles est intéressante, mais en SSL, tu le vois encore plus, parce que dès que quelqu'un conserve la balle, il fait sa mécanique, et du coup, c'est là où ça devient... Et tu veux dire ne pas rendre la balle à l'adversaire, en gros, si je comprends bien. Ouais, c'est très important de jamais rendre la balle à l'adversaire, de chercher à toujours maîtriser le jeu, d'être le leader. On met un petit banger là. Oh, Le il a save. Dommage. Le chef d'orchestre. Ah, c'était un beau tir hein, en vrai, mais ils ont bien save. Ils s'y attendaient un peu aussi, on va pas se mentir. Alors j'ai rota là, je pensais que t'allais y aller, mais t'attendais peut-être que je coupe. Ok, bon, là j'ai rendu la balle, j'aurais pas dû du coup. Bon, en vrai, ça fait un bon rebond. Rien que ça, tu vois, le fait de te le dire après, tu t'en rends compte par toi-même. Et ce qui est important, c'est de se noter ça sur un papier, sur un post-it, se le mettre sur l'écran et de se le rappeler à chaque game, parce qu'en fait, on oublie à chaque fois de se corriger dessus, quoi. Quand vous avez un truc sur lequel progresser, n'hésitez pas à regarder vos replays ou quoi, ou même si c'est un coach qui a regardé votre replay, genre au moins vous notez sur un post-it le truc. Ok, bon, je me suis fait brain. Ouais, tu t'es fait brain. Donc en même temps, il a bien joué. Il a bien joué. Alors, grand champion, toi, justement, tu veux passer grand champion solide, quoi. Genre, si je comprends bien. Un petit grand champion solide, quoi. Bon, là, je rends la balle encore. Solide va se baser beaucoup sur ta vision de jeu, surtout. Sur bien observer les joueurs, ce qu'ils font. Et. J'aurais pas dû me jeter sur cette balle. En fait, des fois, je me dis, genre, il y a des balles sur lesquelles je vais qui ont aucun sens, mais qui sont quand même intelligentes, en fait. C'est ça qui est assez drôle. Bon, là, une démo tactique. Là, ouais, t'as un potentiel free but. Ouais, non. C'est un peu compliqué, je prends des boosts. Moi, je te laisse aller challenge si t'as le temps. Ouais, bien vu ça. Donc, un gros clear. Peut-être une démo. Ouais, ça marche aussi. Ouais, c'est smart. J'aurais pu continuer, mais j'ai préféré rester derrière. Ouais, du coup, ça tape selling. Je la pop là-bas. Je suis pas choqué que tu restes derrière, parce que même en grand champ 1, les gens restent derrière. Ouais, alors qu'en vrai, quand tu commences à monter en level, tu sais quand est-ce que tu peux suivre de très près ton coéquipier. Donc là, je pense qu'on va se prendre un but potentiellement. Ouais. Là, c'est... Ouais. Alors attends, je vais sourcer un peu le son de mon jeu. Hop. Bon là, cette game, comment dire que... je me voile un peu la face sur cette game. Faut pas faire attention à mon bruit de moteur. Bah c'est bien, on voit les problèmes les plus classiques. C'est là où je me dis que des fois j'ai des personnes un peu plus champ 2 dans mes games, quoi. Ah, j'ai loupé je l'ai poussé trop loin. Je prends leur boost, je retabac. Ça a été smart ce qu'il a fait, je vais prendre un peu de boost. Là, j'essaie de la clear de manière à ce qu'elle soit pas accessible du mur. Voilà, ça fait un bon rebond, je l'ai. J'attends Ils sont smart. Hein. Ouais, là, ça va être chaud. Ouais, peut-être. Bien joué ça. Ouais, j'avais encore... comme je descendais du mur, j'avais mon wave dash. Du coup, j'ai utilisé le wave dash pour aller... Oh, le 50. Oh, la puissance du 50, quoi. Ah, c'est vrai que le wave dash, j'ai oublié de le mentionner, mais... Bon, du coup, je les outspeed un peu. Ouais, là 100% il a. 100% il a. Ouais, c'était sûr. Je sais le démo. Donc, démo stratégique. En vrai, ils sont pas mauvais, les mecs en face aussi. Hein. Ouais. Tu penses qu'il va me report le mec en face ou pas? Il va te report?
petite référence, bien évidemment. Alors, ouais. Voilà, il y a moyen de faire un truc. Là, je pense que si tu... Ouais, ouais, bien vu ça. C'est... J'allais dire, si t'as les mécaniques pour Air Dribble Bump, franchement, en vrai, c'est faible. Bah, c'est un peu l'équivalent, c'est juste que bah, j'ai pas besoin. Si je sais que la balle est au sol, j'aurais pas besoin d'essayer de le air dribble bump. Alors que si je air dribble, il peut encore me battre. Alors que là, comme je reste au sol, j'ai la possibilité de flip et de rester plus solide. Ok, il y a un potentiel. Je le bump. Je suis un génie, je suis un putain de génie, frère. C'est incroyable. Regarde ce move ultra smart. Là, je me suis dit, attends, je vais monter et je vais squishy bump, regarde. Bam, allez, dégage. ça c'est le genre de truc. Oui, alors, vraiment, c'est potentiellement le genre de truc qui m'arrive tout le temps dans les games. Je sais pas comment c'est possible, mais ça m'arrive, tu vois. Ah, j'ai mal read. Oh, Ah, c'était chaud. En vrai, c'était chaud. Parce que, genre, j'étais vraiment à un poil de cul de la toucher, la balle, là. Ouais. Ah oui, le mec il retourne sa voiture pour ça. Non, ouais. Ça rigole plus. Ok, le follow incroyable. Vraiment, c'est ouf. Allez. Ouais. J'aurais bien voulu monster clear, là c'est un peu compliqué. Oh la démo. Oh la gueule, la game. Bon, c'est pas grave. En vrai, en vrai, c'est pas dégueu. 3-2 pour. En but, ça va. Franchement, je suis pas déçu. Là, ça par contre, me rappelle quand j'ai joué avec Oxidia, qui lui aussi, elle aussi, qui est chambre 2. En grand chambre 2, elle avait joué. Et du coup, chaud. C'était showtime. C'est beaucoup de niveaux en plus, hein, faut pas se mentir. Grand champion 2 par rapport au champion, au grand champion, c'est beaucoup de MMR d'écart. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un écart de genre 100 MMR entre champ 2 et champ 3. Par contre, c'est 142 MMR environ d'écart pour passer de C3 à grand champin. Donc c'est beaucoup. Ok. En fait, t'as un peu ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Dans ce genre de situation, ça peut forcément ping dans ton camp, donc faut être plus... bah, voilà, exemple même de ce que tu viens de dire. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est si les adversaires sont de dos, tu peux t'avancer proche du mate qui porte la balle. Si un adversaire peut se tourner et prendre la balle de face, là t'as un risque de pinch, tu te tiens plus à l'écart. Ok, bon, je vais te laisser y aller. Une fournière mécanique. Oh, let's go. Oh, la gueule du 50. Non, vraiment, j'ai des 50 sur ce camp-là. Ok. Ouais, non, ouais. C'est envisageable, là, ce qui se passe. Comment tout pareil. Ouais. Pourquoi j'ai sauté? Je suis un gamin, j'ai 2 ans. Bientôt, je me demandais si c'était l'adversaire, mais... C'était toi. Ah oui, c'était moi. Très bon tir devant les buts. Je l'avoue, c'était moi. Alors toi, pour ça. Nickel. Je pense que si je dis pas de bêtises, vraiment, en pure honnêteté, la plupart de tes games que t'as en GC, ils ne savent même pas faire le tir que je viens de faire. Ah bah ils le font pas, ils préfèrent contrôler la balle au sol et faire autre chose quoi. Voilà, il y a un truc qui se fait. Bon, je peux la l'opposer si jamais tu voulais me faire la passe. Ouais bah la balle t'est arrivée dessus. Ok, lui t'aime beaucoup, visiblement. Ouais. Ah, ouais ça pue ça, putain. Ok, bien joué ça. Ouais, là je prends le gros boost. Alors, est-ce que j'aurais pas dû, je ne sais pas. Éclairant, moi je la power là-bas. Bon, j'aurais dû la power plus haute. Il faut. Ah non. Bien joué ça. Je l'envoie là-bas. Bon, je vais prendre des pastilles, ça sert à rien de prendre des gros boosts. Un truc que très peu de gens savent sur le KTI. Prendre des pastilles, c'est plus fort que prendre des gros boosts à 100. Très clairement, ça permet de passer de GC1 GC2, les petites pastilles. Juste ça. Parce que ça permet de mieux gérer son boost et de s'éloigner moins du jeu. Genre de bien rester à côté et de... Voilà.
Là, par exemple, hop, tu peux y retourner, tu peux même faire une pass infield. Ah, le petit défaut de... C'est ce que je disais justement, les diamants gardent après, quand ils passent champion et tout, ce réflexe de jouer tout le temps avec le corner, alors qu'en vrai, ce qui est très fort, c'est de décaler vers le milieu de terrain. Et là, je leur rends la balle, je suis un abruti, je les bump. Ok. Alors là, il va falloir que je fasse une rota rapide. Là, j'aurais peut-être... Là, il a fait un petit contrôle un peu loin, je peux le 50-50, j'ai. Vas-y, je te laisse. À droite, Moi, t'aurais pu progresser. Là-dessus. Nice, bien joué ça. Je vais aller de Bon, l'autre côté, je peux te faire une passe opposée si j'essaye. Ouais, le tir était timide, lui il l'a 100%. C'était très... J'ai pas pu faire une touche aussi forte que je pensais. Ouais, le petit pinch, petit pinch save là. Ouais, là c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, bon j'ai pas de boost, j'y vais quand même. Ok. Pas de boost, j'y vais quand même. Là, je vais essayer de te faire une passe via un pinch. Ouais. Vas-y, j'étais bien placé pour. J'attends de voir s'il la prend ou pas. Il l'attend, vas-y, à toi de jouer. C'est quasi open. Ouais. C'est open, bien joué. C'est très bien que tu saches faire des power shots, justement, comme tu disais, genre, les gens n'apprennent plus à faire ça. Les gens n'apprennent plus à faire ce que tu viens de faire, et pourtant c'est tellement fort. Saisir une opportunité et mettre de la puissance dans les balles. On sent l'entraînement personnalisé qu'il y a derrière, quoi. Après, il y a plein de gens qui disent que par exemple Epic, qui est un joueur, qui est un très bon joueur, sur le jeu justement. En fait, il a encore justement cette manie de faire des power shots, etc. Il y a plein de gens encore aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si je peux donner mon avis, qui disent que ouais, il est plus adapté à la méta actuelle, les petits jeunes, ils sont en train de bouffer les anciens, etc. Pour moi, c'est juste que, en fait, bah, les mecs passent des heures et des heures à jouer, justement, et je trouve que c'est une bonne chose, mais de là à dire que ils n'ont plus la place dans une équipe, c'est un petit peu chaud, quoi. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment faisable parce que les mecs ont vraiment un très bon niveau. Donc, je suis pas trop concentré, ouais, j'essaie un truc. Oh, nice, bien joué. Alors ça pue un peu. Quasi le bon timing. Je pense on boost, on va voir un truc. Alors là, j'hésite à le démo, ouais. Je m'attendais un petit peu à ce genre de truc. Dans ce genre de situation, peut-être juste ton mate pour pas qu'il soit dans la sauce et tout. Genre tu fais ce que tu peux, soit une démo, soit un bum, soit tu pousses la balle sur le côté, Regarde, petit move. Faut éviter dans ce genre de cas, c'est le pinch dans son camp. Comme ça par exemple. Vraiment, là, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas affaire à un coach Rocket League, là j'ai affaire à un mentaliste en fait, c'est... Voilà, c'est parce que c'est l'inverse de ce que je disais, genre normalement tu sais quand tu rentres vers ton camp, souvent tu pinches dans ton camp. Là c'est parce que je saute en dernier joueur sur un 50-50 sur lequel je suis confiant et que j'ai perdu au final. GG, 3-2 quand même. Bon, après, on va pas se mentir, hein, j'ai eu mes 4 heures de live avant, hein, donc je suis un peu plus... Je vais chercher des excuses. Je vais chercher des excuses, il a dit. On va chercher un peu d'excuses là, on va piocher. Est-ce que l'élève bat le maître? Ça c'est la vraie question, ça. Vas-y, je vais à droite. Ok, ouais, y'a une dalle. Oh, c'est pas ton teammate ça? Ah non, je croyais. Ouah, c'est quoi son pinch? Il se croit en boomer mode, le mec. T'inquiète, on va la tirer là-bas, voilà, va la chercher mes potes. Ce qui est dommage, c'est que du coup on était en supériorité numérique. Là, tu vois, supériorité numérique, là, hop. Tu vois, ça part directement. Très bien joué parce qu'Oliver a rota complètement vers le boost vers notre boost en fait, corner. Du coup, il était hyper en retard. Parce que là, tu vois, il arrive au pied de la balle. S'il avait juste pris les pastilles et rota direct vers le but, c'était mort. Tu pouvais pas marquer. Très beau tir, ça. D'accord, je suis en train de le gêner. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je suis dessus. C'est ce que j'ai fait un peu. Je vais le gêner un peu. Ouais, voilà. Hop là, allez, open. Oh non, dégage. Non. Non, dégage. Le bump.
Non! Oh non, c'est honteux. Mais vas-y, mais c'est quoi Ok, on va se calmer, je m'appelle pas Infornia. Ah oui, si jamais vous comprenez pas pourquoi je dis ça, je mets une petite séquence de son stream juste avant. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr, je l'ai vu, j'ai fait... Mec, c'est une aérienne de platine 3, c'est obligé, il va s'alouper. Obligé. Obligé, mon pote. Obligé. Genre... Oh mon gars. Voilà, c'est cadeau. Si j'ai le droit, bien évidemment, mais je pense que oui. En plus, de toute façon, ça va être drôle. Oui, parce que oui, les gens qui ont un petit peu d'expérience dans le jeu ragent, comme vous tous. Ok, un petit peu complexe là ce qui se passe. Oh, dommage. Du coup, je vais prendre la boost. Voilà. Ouais, bah oui, Shadow Défense, let's go. Alors là, c'est un peu compliqué pour moi. Si tu me l'as fait en l'air. Ouais, en l'air. J'essaie de te la mettre là où le joueur ne pourra pas récupérer. Non, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Je fais des trucs bizarres. Les games sont suspects un peu. Là, je lui rends la balle, mais du coup, ça fait un truc chelou. Ouais. Oh putain, je vais la mettre en l'air pour le... Ouais. Petit fake là. Je te laisse la balle, c'est cadeau, je vais derrière. Il me passe ouais, pas. Le bon petit 50. Ouais, non, là je lui rends la balle, c'est pas bon du tout. Ah, c'est pas mal. Ouais, bah nice. Franchement, t'as un monstre. Mais le videur de boîte, je lui ai pas donné l'accès à la balle. Genre là, je l'ai body block ici. Tac. Tu as dit monsieur, bah écoutez, vous ne pouvez pas rentrer dans les buts. Voilà. Donc du coup, ouais, j'ai commencé le jeu déjà parce que j'avais fait un tournoi de Rocket League pour la découverte. Et après, je me suis dit, vas-y, je tryhard pour gagner mes pintes de bière parce que c'était ça qu'il y avait à gagner. Donc. Ah ouais, le mec est un gros buveur. C'est. En vrai, je me suis dit, vas-y, j'avais l'habitude en fait d'être multi-gamer et de gagner beaucoup de tournois sur plein de jeux différents, que ce soit League of Legends, que ce soit Overwatch, que ce soit du coup Rocket League ou sinon des petits jeux indépendants. Et du coup, là, ce coup-ci, c'était la sortie de Rocket League, donc je me suis mis à tryhard Rocket League pour gagner mes pintes. Voilà. Et puis en plus, les gens me connaissaient comme le mec qui gagnait les tournois à chaque fois qu'il débarquait dans le bar, quoi. Ok, je vois. Du coup, c'était un jeu de plus à tryhard et ça m'avait beaucoup plu de jouer à Rocket. Après, j'ai pas tryhard direct le jeu, genre j'ai aimé le jeu, mais à l'époque, j'étais plus en études de développement informatique à l'école 42, donc je m'étais plus concentré sur ça que sur le fait de tryhard le jeu. Sinon, j'aurais été joueur pro très certainement si j'avais tryhard le jeu depuis le début, quoi. À l'époque où en 2016, Ferry, Peak, Kedop et tout se rejoignaient sur des G4G, mais je savais pas trop tryhard le jeu de manière à aller chercher des tournois en ligne, quoi. Genre les Faceit et tout ça, je connaissais pas trop. Je connaissais que les tournois en vrai, et je regardais les annonces et voilà. J'y allais, quoi. Ok, donc t'es le genre de personne qui s'inscrivait au LAN. Au moins pour participer, mais oui, dans le but de gagner le prix, quoi. Genre, je savais que j'avais un avantage parce que quand un jeu commence, genre, je progresse beaucoup plus vite que les gens en début. Et après, je me fais dépasser sur la longueur par ceux qui passent des heures et des heures entières à entraîner des mechas. Ça, c'est un peu pour ça que je suis particulièrement Kedop pour cette raison. C'est parce que c'est un joueur qui me ressemble beaucoup sur ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui joue beaucoup sur son intelligence, son adaptation, sa vision de jeu. Mais c'est pas qu'une vision de jeu qu'il a dans Rocket League, c'est une vision de jeu globale qu'il a dans tous les jeux, en fait. Et du coup, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Sardoche, pareil, hein, genre c'est un joueur, même s'il rage sur League of ou autre,
C'est quelqu'un qui se donne à fond quand il apprend un jeu et que j'apprécie beaucoup pour ça, pour ce trait de caractère-là. Et je me reconnais beaucoup en ces joueurs-là. Et du coup, ta question, c'était que j'ai commencé à être coach. C'était essentiellement pour... parce que j'avais commencé à stream, en fait. J'avais commencé à stream, et au lieu de juste coacher des gens en réel, je me suis mis à les coacher en ligne. Et du coup, c'est pour ça que j'avais commencé ma chaîne. C'était pour commencer à faire les coachings aussi au passage. Et parce que j'avais commencé à faire de l'e-sport pas mal. Voilà. Ne fais pas gaffe au move que je fais. C'est prévu. Il est concentré en même temps. Mec, toujours. Qui n'est pas concentré Par contre, sur des frappes, c'est un peu bizarre. Mais... Sache que moi, je suis un énorme mécanique hitter. Genre vraiment... mechanical computer, ce que tu veux, mais... C'est-à-dire que je passe ma vie à mettre des clips un petit peu mécaniques dans le jeu. Enfin, dans les jeux en général, si j'en ai l'occasion. Dommage la démo, ouais. J'aime bien le fait qu'il ait la couronne de la saison 1 sur le pif. Il fait partie de ses élus. Tu fais partie de l'élite. Moi, je ne fais pas partie de l'élite. Je suis pareil que lui en fait. J'ai eu la couronne d'or. Il faut savoir que la couronne d'or saison 1, c'était la meilleure couronne qu'on pouvait avoir au début du jeu de Rocket League. Et qu'il y avait la couronne platine qui était, elle, la couronne pour les top 100. Voilà. Ah d'accord. Bah tu viens de m'apprendre un truc. C'était une couronne qui était réservée que aux joueurs qui non. étaient top. Genre c'était pas un rang en particulier, c'était juste si t'es top 100, bah voilà. Tu as cette couronne platine qui était magnifique d'ailleurs, et que je n'ai pas eu parce que je n'avais pas tryhard le jeu correctement, on va dire. J'avais pas mal tryhard, je commençais déjà à faire en une semaine, je savais décoller la balle et toucher la balle en l'air en fait. Genre j'ai entraîné ça. Je la touchais une fois en l'air. C'était pas forcément cadré ou quoi, ça allait vers le camp adverse, mais j'essayais de faire ce que je pouvais, quoi. C'était incroyable, n'empêche. Pour le début du jeu. Et puis t'avais Chronovi qui était un monstre à l'époque. Ah oui, Chronovi, bah les anciens joueurs sont des monstres. Hein. Tu regardes Kuxir... Kuxir qui a inventé le Kuxir Pinch, qui était capable de air dribble comme un fou. Les ballons, c'est... Surtout à l'époque où la Batmobile est sortie, c'était un truc de fou, quoi. En fait, ce qui me fait rire avec Kuxir, c'est que vraiment, c'est le mec qui a tout compris, en fait. Genre, en RLCS, le mec, il était comme ça, tu vois, il faisait ça, et ça passait, genre. Ça rentrait dans les buts, genre, c'est... Et encore, il s'est passé du temps avant qu'il le cale en RLCS. En vrai, il l'avait inventé bien longtemps avant, mais c'est vrai que le fait que Kuxir fasse son Kuxir Pinch en RLCS, c'était vraiment sa signature, quoi. Ils ont dû rien comprendre à mon move, ils se sont dit, alors attends, mec, il y a un truc qui se passe là. Ils t'ont vu arriver avec tes grosses oreilles de chat, ils ont fait, ah d'accord. Bah, j'ai la plus belle voiture de Rocket League, hein, de toute façon. Les oreilles de chat blanc titane, ça c'est... Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Bon, peut-être que maintenant c'est facile à acheter, mais je trouve que c'est un item qui pour moi n'a pas de prix en fait. Mais du coup, voilà, je te remercie, merci d'avoir été présent, et on se retrouve très bientôt, je l'espère, sur Rocket League. Enfin voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que les conseils que ce coach vous a donnés vont vous être très 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 utiles pour la suite.
Et moi, je vais continuer à mettre des clips en compétition un petit peu mécanique. Et éventuellement monter to the top. En regardant la vidéo, c'est le mec qui... Enfin bref. Du coup, voilà. Merci à tous. À très bientôt. C'était DOSX avec Infornia. À la prochaine. Bye.